Donc bienvenue, merci d'avoir accepté de participer à cette session. Je vous propose de vous présenter brièvement et de nous dire aussi très rapidement non seulement ce que vous faites là, mais ce que vous faites en dehors d'ici quand vous ne présentez pas de choses au Shift. Donc, je suis Daniel Bois, je suis directeur de recherche émérite et tenant dit mon grand âge à Sciences Po et j'ai travaillé depuis un bon moment sur la perception de l'environnement en France et ailleurs, sur les mouvements verts en France et ailleurs. Et puis j'ai travaillé, et c'est un peu la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, beaucoup avec l'ADEME depuis l'année 2000 sur la perception du changement climatique par les Français. Voilà, je suis là pour vous parler de ça aujourd'hui. Eh bien, l'ADEME va servir de fil conducteur puisque moi je vais vous présenter une étude sur les Français, on va dire, et les Européens et la consommation responsable, dont l'ADEME est sponsor. Donc ça permet de faire un petit lien entre nous. Et pour ma part, je suis Stéphane Petitjean, donc c'est écrit dessus ce que je suis, et donc je suis chez Greenflex. Et au-delà de l'étude, mon métier à moi, c'est au sein du conseil de chez Greenflex, c'est d'accompagner les entreprises à transformer leur offre, et évidemment pour la transformer avec moins d'impact, essayer de travailler sur la sobriété, ce genre de choses. Donc tout est facile en fait à faire. Voilà. Merci beaucoup. Je vais initier cette session en vous expliquant pourquoi on se pose cette question-là au Shift. La question de est-ce qu'en fait il y a une rupture dans l'évolution de l'opinion publique française sur les enjeux climatiques et peut-être plus largement environnementaux, mais climatiques principalement. Et pourquoi on se pose cette question-là au Shift en fait, et pourquoi on vous propose à vous de répondre à cette question. Parce qu'en fait on constate au Shift une rupture. Alors, il peut y avoir, vous allez voir plusieurs ruptures de courbes dans les 4 slides qui arrivent. Il peut y avoir plusieurs causes à ça. Peut-être qu'on a vraiment bien travaillé. J'en suis persuadé. Mais quand même, je pense que faire un compliment à l'équipe du Shift ne suffit pas à expliquer ce qui est en train de se passer dans nos statistiques à nous, qui sont nos statistiques qu'on récupère sur notre site web, notre newsletter et tout. Donc voilà les statistiques pour nos sites web. Donc il y a des causes, hein, on travaille, on fait quelque chose. Mais voilà, on ne pense pas que ça explique totalement ces chiffres, ce qu'on appelle nous une explosion ou une rupture. Enfin bon. Ensuite, une deuxième slide. Là, c'est parce qu'on a tout empilé que ça monte autant. Néanmoins, on voit qu'il y a entre 2017 et 2018, en l'occurrence, quand on regarde les chiffres, c'est à partir de septembre-octobre 2018, ça commence un peu en août, mais voilà. Et en 2019, c'est à peu près la même période, même plutôt août-septembre, que les choses commencent à s'accélérer. Et à chaque fois, ça, c'est les chiffres à la fin de l'année. Bon. Donc voilà pour un peu d'autopromotion. Ici, c'est la newsletter, la courbe est encore plus visible. Donc la newsletter, c'est quoi? C'est des gens qui trouvent un lien sur notre site web ou autre et qui s'inscrivent à un formulaire et qui disent « oui, je veux recevoir la newsletter du Shift Project » et souvent qui nous écrivent un message assez sympa ou nous posent des questions. Donc encore une fois, on voit les changements là entre août et septembre 2019, puis en novembre 2019. Et on avait déjà vu quelque chose entre août, septembre, octobre 2018, avec une première montée, on va dire. Et donc ici, c'est les moyennes que j'ai tirées de tout ça. Donc ça crée artificiellement trois paliers. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste ces chiffres-là, mais c'est les évolutions. Donc 2 fois x3. C'est pratique, ça donne quelque chose qui est de l'ordre de x11. Donc x11 quand même en 1 an et demi à peu près. Il nous semble que ça, en tout cas pour nous, au Shift, ça constitue une rupture. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment notre faute ou est-ce que c'est pas tout à fait notre faute et qu'il y a quelque chose qui se passe en dehors du Shift et qui alimente cette évolution. Pareil ici donc pour l'association The Shifters, donc l'association des bénévoles du Shift Project. Donc je salue ici tous les shifters présents et puis les absents et les absentes aussi. Donc la rupture est encore plus nette ici, avec des chiffres qui sont encore plus élevés, et donc x33 en 1 an et demi. Donc voilà, la question c'est, et c'est pas juste des gens qui s'inscrivent, c'est des gens qui veulent agir. Et c'est là que j'introduis quelque chose d'un peu qualitatif. Est-ce que c'est pas juste qu'il y a des gens qui ont plus conscience, mais des gens qui non seulement ont conscience du phénomène, de sa gravité, de ses impacts, du coup de l'impératif de changer des choses, et donc
ont envie d'agir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter, mais c'était pour introduire ce sujet de la rupture auquel je vous propose de répondre et que je vous propose de creuser pendant cette heure et demie qu'on a devant nous. Et donc, je passe la parole à Daniel Bois. Merci. Merci. Alors, je vais vous parler d'une enquête qui est faite chaque année par l'ADEME sur la représentation sociale du changement climatique. Elle existe depuis l'année 2000. Je suis venu quelques fois devant le Shift pour en parler et du coup, je serais curieux de savoir s'il y a déjà des personnes qui ont suivi cette... Bon, vous pouvez partir. Non, excusez-moi. C'était juste pour me rendre compte un petit peu. Très bien. Alors, cette année, chaque année, on essaye de pimenter un petit peu le sujet en zoomant sur une population particulière. Par exemple, on a fait... en dehors de l'enquête standard, on a fait une fois sur 500 jeunes, on a fait sur une enquête dans les dom-toms, on a fait, etc. Et cette année, quand je dis cette année, l'enquête a lieu au mois de juillet, donc je parle des données du mois de juillet 2019. Cette année, on a fait sur les élus locaux. Donc on a une comparaison dans les slides que je vais vous montrer, permanente, ici je vais vous montrer, entre les attitudes du public lui-même, voilà, échantillon 1570 personnes, etc. Voilà les données techniques. Et un échantillon de 495 élus locaux. Comme on a gardé le critère de la taille de la commune, c'est effectivement des élus locaux, en grande majorité de petites communes. Donc ce n'est pas le développement durable vu par Bordeaux, c'est l'ensemble. Et donc avec le poids dominant, très dominant, des petites communes. Je le précise tout de suite. Donc du coup, je vous présenterai les données toujours en vis-à-vis. Et puis à la fin, quelques questions spécifiques qui ont été posées aux maires, puisqu'en fait, on leur a posé le questionnaire général et à la fin, une série de questions qui concernent uniquement les élus locaux. Donc voilà les comparaisons qu'on va faire. Alors je garde dans la tête l'idée de rupture qui m'intéresse bien, peut-être pour essayer de la transformer un petit peu. Donc je vais essayer tout au fil de cet exposé de revenir sur cette notion de rupture que je trouve effectivement tout à fait importante, fondamentale. C'est évidemment une question qu'on se pose chaque année, de savoir s'il y a rupture ou pas rupture. Alors, premier sujet, c'est l'importance accordée à l'effet de serre, réchauffement climatique. Ça, c'est une question traditionnelle qui commence toujours au début de l'enquête et qui permet... Alors, vous aurez toujours d'un côté Ensemble des Français et ici les élus. Et on vous demande, au fond, quelle est la question qui vous paraît la plus importante. Bon, on est au tout début du sondage, c'est la première question. Donc, il s'agit de classer l'environnement parmi d'autres choses. Alors, effectivement, cette année, l'environnement arrive, que je ne me trompe pas, arrive ici, en seconde position. À peu près, en premier choix, c'est 16%. On a droit à trois choix possibles. Et là, ça arrive en seconde position. C'est nettement plus chez les élus. C'est intéressant à retenir. Nettement plus, 50%, 58%. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la courbe. C'est la courbe. Alors, j'ai éliminé certaines données de la courbe parce que sinon elle est illisible et j'ai gardé ce que je crois le plus important. Ce que vous voyez baisser là, c'est la préoccupation de l'emploi. Bon, ça baisse ces dernières années. On part de 2011. Alors, où se trouve l'environnement? Ici. Alors, vous voyez qu'il reste relativement stable jusqu'en 2018 et le pic, c'est 2019. 2019, juillet 2019. Élections européennes, alertes scientifiques multiples, etc. On met ça dans notre boîte à réflexion pour tout à l'heure, rupture ou pas rupture. Première question, est-ce que l'environnement est une question importante? Actuellement, vous voyez beaucoup d'enquêtes où on vous dit c'est le premier choix des Français aujourd'hui. Le Monde, il y a quelques jours, a dit ça. Soyons un tout petit peu prudents. Dans les enquêtes municipales, c'est tantôt le premier, tantôt le deuxième, tantôt le troisième. Ce n'est pas si clair que ça. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a dans cette enquête. Deuxième question, c'est plus simplement la question de l'environnement en général, c'est à l'intérieur des problèmes d'environnement, parmi les problèmes d'environnement, quel est celui qui est le plus préoccupant? Et cette fois-ci, évidemment, c'est sûr que j'allais me gourer un moment. Voilà. Ici, l'effet de serre, le réchauffement climatique, en premier choix, 33%, pareil chez les élus. Et les autres enjeux sont là. Alors là, c'est intéressant aussi pour réfléchir sur la courbe. Et si vous montrez la courbe, parce que je la trouve tout à fait passionnante, là aussi, j'ai éliminé des questions un petit peu mineures pour garder une courbe à peu près lisible. Et regardez bien, parce qu'elle est compliquée, et on va en parler plusieurs fois, la courbe, le plus important, c'est l'effet de serre, le réchauffement climatique. Assez compliqué.
assez compliqué. Alors, regardons déjà une courbe un peu plus simple à comprendre. Les risques du nucléaire, hop, on a l'effet Fukushima. D'accord? Les gens ont vu ça, ça c'est clair. L'effet et la dégradation de la faune et de la flore, c'est quelque chose qui monte continuellement, à peu près continuellement. Alors, la pollution de l'eau, ça diminue. Maintenant, je reviens sur la courbe, le plus important, c'est l'effet de serre, le réchauffement climatique. Un pic, 33, c'est quoi? 33, eh bien, ça correspond en gros à la période Grenelle de l'environnement. Ou plus exactement, rappelez-vous, 2006, le film d'Al Gore, la coalition Alliance pour la planète, etc., etc. Je passe, la coalition, enfin, Hulot dans cette affaire, tout ça, ça produit quelque chose, ça arrive au Grenelle de l'environnement. C'est un pic vraiment étonnant, 33. Il n'y a que maintenant qu'on rejoint ces pics, seulement maintenant. Ça veut dire que, attention, il y a peut-être une rupture. Si je regarde ici, pardon, évidemment, ça ne veut forcément arriver. Voilà. Si je regarde juste ici, je me dis, ça y est, j'ai ma rupture. Oui. L'année d'après, ce qui se passe, rappelez-vous, après le Grenelle de l'environnement, on a l'annonce de la conférence de Copenhague, qui est annoncée par les médias comme quelque chose qui va être vraiment très, très, très important. Oui, mais la conférence de Copenhague, 2009, c'est pas considéré, hiver 2009, c'est pas considéré comme quelque chose de formidable, ça passe pour un flop. Et au début 2010, M. Allègre est encore sur les antennes avec M. Courtillot pour expliquer que tout ça, c'est des affaires, en fait, c'est une histoire de tâches solaires, ça n'a rien à voir avec eux, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et il se passe ça. Donc ce qu'on avait gagné, on le repère. Donc retenons ça pour tout à l'heure. Plutôt que rupture, moi j'aime bien la notion d'effet cliquet. Parce que rupture, ça veut dire aussi qu'il y a une rupture, mais ça peut peut-être changer. Ou quand on parle de tipping point, de point de basculement, l'inconvénient d'une bascule, c'est que ça va dans les deux sens. L'effet cliquet, ça veut dire qu'on ne reviendrait pas en arrière. Donc vous voyez, c'est à discuter ça. Rupture, basculement, effet cliquet. Moi j'ai plus tendance à penser ça a marché si on ne retourne pas en arrière. Or, jusqu'à maintenant, ce n'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire qu'on a des pics sur cet effet, sur le fait de dire que le réchauffement climatique est le problème le plus important. On a des pics qui correspondent à quoi? On l'a précisé tout à l'heure, mais à des mobilisations politiques, médiatiques, scientifiques et climatiques. C'est ça qui se passe. Quand on a ces 4 mobilisations, alors on a un pic, on le retrouve pour la COP 21, et voilà. Et on le retrouve. Alors bien sûr, toute dernière période, on est à 33. Mais 33, c'était le niveau Grenelle de l'environnement, en gros, pour dire vite. Donc je continue. Cette fois-ci, c'est la courbe qui dit est-ce que c'est plutôt cet effet-là, est-ce que c'est plutôt une certitude pour la plupart des scientifiques ou une hypothèse? Au fond, ça n'a pas beaucoup bougé. Et puis on a aussi toujours ce déclin post-Copenhague qu'on remarque. Donc on avait un effet de renforcement de cette idée. Et puis on a ici l'effet Copenhague qui nous fait descendre, qui nous fait perdre quasiment 20 points. Donc attention encore une fois à ces effets de rupture. Comparaison avec les élus locaux, beaucoup plus d'élus locaux disent que c'est une certitude pour la plupart des scientifiques. Bon, c'est bon à savoir. Alors maintenant, les causes de l'effet de serre et du réchauffement climatique. 3 causes qu'on a dit, qui sont posées ici, et de ces 3 opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre. Les désordres sont causés par l'effet de serre, le réchauffement climatique. Je passe sur les mots. Quelquefois, dans le sondage, on a changé les mots, mais on a essayé de voir chaque fois ce que ça désignait clairement pour les gens. Je rentrerai dans les détails techniques, si vous voulez, tout à l'heure. Donc ça, c'est une courbe qui est plutôt croissante, hein, si on met la pente ici. Hein. De même, aujourd'hui, personne ne peut dire c'est plutôt décroissant, donc tout ça est assez rassurant. Avec quand même ce vieux fond ici, les désordres du climat sont les phénomènes naturels comme il y en a toujours eu. Le mot « toujours » est important parce que, vous savez, quelquefois on utilise des questions ouvertes, c'est-à-dire on demande aux gens, non pas une question de répondre par d'accord, pas d'accord, mais une question où ils répondent avec leurs propres mots. Et moi, je code ces questions, je regarde ces réponses, je regarde 1500 réponses. Et les climato-sceptiques sont toujours des gens qui répondent avec le mot « toujours ». Ça a toujours été comme ça. C'est l'idée qu'il y a une espèce de retour perpétuel. Et là, vous voyez que c'est quand même pas complètement, ça ne disparaît pas complètement. Il reste un fond toujours de... Les désordres du climat sont des phénomènes naturels comme il y en a toujours eu. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Sur la mesure du climato-scepticisme, il y a plein de manières de le mesurer, il n'y en a pas qu'une. Quand on compare ici, donc, est-ce que la plupart des scientifiques affirment que le réchauffement climatique
Et voilà, causé par des activités humaines ou au contraire un phénomène naturel, bon, ben là, c'est une autre mesure. On a 25% de climato-sceptiques. 25% dans le grand public, c'est quand même pas tout à fait négligeable, hein, 25%. Et un tout petit peu moins parmi les élus. Alors, je passe vite parce qu'on a joué avec le mot uniquement. Selon qu'on met le mot uniquement ou pas uniquement, on fait un petit peu changer le pourcentage de gens qui répondent, mais c'est un peu trop précis pour ici. Et cette courbe, donc, correspondant à cette réponse, ben, vous voyez que elle n'était posée que depuis l'année 2010, cette question-là. Pardon. On a une petite croissance, mais ce n'est pas extraordinaire quand même. Hein. Quand on la pose de cette façon binaire, causé par les activités humaines ou un phénomène naturel qui a toujours existé, c'est plutôt en descente, mais ce n'est pas une forte pente. Hein. On a toujours un vieux fond de gens qui nous disent que tout ça, c'est une affaire de taches solaires ou Dieu sait quoi, et que ça a toujours existé comme ça, ben, c'est quand même pas complètement disparu, c'est quand même assez résilient. Donc pour chacune de ces activités, maintenant, là, on essaye de classer les activités selon qu'elles sont à l'origine de ces phénomènes. Alors, on trouve à peu près toujours, ça ne bouge pas tellement ça, cette courbe, on peut toujours les activités industrielles, etc. etc. Sur la courbe suivante, j'ai montré quelles sont les deux choses seulement, les deux seules choses qui bougent dans cette réponse depuis qu'on l'a posée, et les deux seules choses qui bougent depuis l'origine, c'est le fait d'imputer une responsabilité au bâtiment et à l'agriculture. Le reste, c'est stable. L'industrie, depuis 10 ans, c'est toujours ce qui est considéré comme ce qui était le plus responsable. Et les seuls items qui ont bougé, qui fait très plaisir à l'ADEME, c'est le fait de considérer que les bâtiments et l'agriculture sont responsables du réchauffement climatique, l'effet de serre, etc. Donc ça, c'est un petit changement quand même, tout le reste étant quasiment stable. Conséquence de l'effet de serre du réchauffement climatique. Alors là, on va avoir une différence intéressante entre le grand public et les élus. Pour résumer rapidement la position des élus par rapport au grand public, les élus sont toujours relativement convaincus, à peu près, même quelquefois plus convaincus de l'existence du réchauffement climatique que le grand public, mais très volontaristes à l'idée qu'on va s'adapter, on va s'en sortir. Ce qui est une position un petit peu d'élu responsable, qui consiste à dire, bien sûr qu'on ne va pas baisser les bras. C'est un petit peu un espèce de volontarisme. Je ne dis pas qu'ils vont faire des choses. On verra qu'en fait, ce n'est pas si évident que ça sur certaines questions. Mais ils ont tendance, beaucoup plus que le public, de donner une réponse un petit peu optimiste, c'est-à-dire, il y aura des modifications, mais on s'y adaptera sans trop de mal. C'est-à-dire, grâce à moi, mais on pourra s'y adapter. Alors que le public a... Ceci dit, 32% de disent qu'on s'y adaptera sans trop de mal, un tiers, c'est quand même pas tout à fait négligeable de penser que ça va se passer pas trop mal. Je pense que dans cette salle, on est peut-être un peu plus pessimiste, mais vous me le direz ça tout à l'heure. Alors, est-ce que mon territoire sera obligé de prendre des mesures importantes ? Ben, oui, quand même, hein, pour 84% des gens. Oui, ils savent bien qu'il faudra prendre des mesures, donc une notion d'adaptation, etc. Je ne dis pas qu'elles sont comprises, hein, je reviendrai rapidement là-dessus. Atténuation, adaptation, c'est des termes un peu professionnels, ils ne sont pas très bien compris par le grand public, je crois. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute que les gens ont tendance à penser qu'il faudra prendre des mesures, et encore plus ici, encore beaucoup plus les élus municipaux, 42%, oui, certainement, il faudra prendre des mesures importantes dans les années à venir. Est-ce que ça sera limité à des niveaux acceptables ? Du point de vue du public, pas vraiment, hein, 63% non. On ne pourra pas le limiter à des niveaux acceptables. Alors que je parlais de l'optimisme, voire le volontarisme des élus municipaux, des élus locaux, 57% pensent qu'on réussira à le limiter à des niveaux acceptables. Solutions pour réduire l'effet de serre, le réchauffement climatique. Alors, on a distingué d'abord les solutions globales, c'est-à-dire les solutions politiques, on va dire. Les solutions globales, excusez-moi. Donc ça, qui n'a pas beaucoup bougé, mais je pense que j'ai la courbe après, il faudra modifier de façon importante nos modes de vie. La première chose à dire, c'est que la solution, le progrès technique, c'est 11%. Donc il n'y a quand même pas beaucoup d'illusions là-dessus. Je pense que, voilà. La solution, évidemment, un petit peu IACA, hein, c'est aux États de réglementer. Et puis le 17% de il n'y a rien à faire, c'est inévitable. Remarquez que les élus locaux sont encore plus sur la réponse « il faudra modifier de façon importante nos modes de vie ». Quand les gens nous disent qu'il faudra modifier nos modes de vie, ils ne disent pas « je vais modifier mon mode de vie ». On est bien d'accord.
ils disent, et c'est constant depuis longtemps, je crois que la courbe est après, beaucoup de gens disent, ont le sentiment qu'il faudra limiter, changer, mais de quelle façon? Est-ce que c'est moi qui vais le faire? Pourquoi? Comment? Etc. C'est évidemment pas précisé dans cette question. La question reste évidemment ouverte. Est-ce que c'est une opportunité ou une contrainte, ces changements qui vont arriver? 50-50, hein, une opportunité, une contrainte. Mais du point de vue des élus, qui voient les choses de façon très pratique là où ils sont, c'est plutôt une contrainte. Hein. 63% ici, c'est une contrainte, alors que dans le grand public, il y a un partage. Et la question est à peu près constante. Depuis qu'on l'a posée, la moitié des gens qui vous disent que c'est une opportunité, la moitié des gens qui vous disent que c'est une contrainte. Alors, à quelles conditions on accepterait des changements importants dans les modes de vie, hein, Il est toujours là? Il est toujours là, mon laser? Ah oui, là. À quelles conditions on accepterait? C'est pas compliqué, le partage. Que les inconvénients éventuels, évidemment, soient partagés de façon juste entre tous les membres de la société. Là, il y a à peu près un accord entre les élus locaux et le grand public. Donc, le partage, voilà, c'est la première condition pour accepter les inconvénients éventuelle et l'adaptation qui se produira inévitablement, en tout cas c'est ce que disent les gens. Voilà, il faut que ça soit partagé de façon juste entre tous les membres de notre société. Alors là, on est toujours dans les manières de remédier à l'effet de serre, aux conséquences de l'effet de serre et réchauffement climatique. On a entouré ce qui bouge, si je me souviens bien, ce qui bouge dans la courbe que je vais vous montrer après. Alors évidemment, il y a des choses qui sont très consensuelles, hein, dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on devrait faire, dans ce qui est souhaitable de faire. Hein. Réduire le gaspillage alimentaire de moitié, qui serait contre cette idée, tant plus que ce n'est pas vraiment moi qui vais m'en occuper. Développer les énergies renouvelables, oui, 80% d'accord. Augmenter le prix des produits de consommation, etc. Bon, ça, c'est des choses, je dirais, relativement faisables pour les gens, acceptables plutôt, ça ne dépend pas d'eux, c'est acceptable. Alors quand on arrive aux mesures politiques un peu moins consensuelles, oui, on trouve ici augmenter la taxe carbone, il n'y a que 46%. Bon, vous me direz si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Abaisser la vitesse limite sur autoroute, 40%. Densifier les villes en limitant l'habitat pavillonnaire, plus que 38%. Donc, voilà, il y a des choses qui sont acceptables, et puis il y a des choses qui sont, c'est souhaitable, il y a des choses qui sont jugées moins souhaitables, voire quasiment pas souhaitables. Quand on regarde par rapport aux élus, c'est eux que j'ai mis là? Attendez, oui, c'est ça, ce sont bien les élus ici. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'ils n'ont pas le même point de vue. Par exemple, sur le fait de densifier les villes en limitant l'habitat pavillonnaire au profit des immeubles collectifs, qui était très refusé par le grand public, évidemment, les élus locaux, qui sont concrètement, on voit bien le problème de la densification autour des petites villes, oui, ils disent effectivement c'est quelque chose qui serait beaucoup plus souhaitable. Et même l'augmentation de la taxe carbone, je crois que on avait 46% dans le grand public, on a 54% parmi les élus. Hein, augmenter la taxe carbone, 53%. Par contre, augmenter la vitesse limite sur les autoroutes, c'est encore moins que le grand public. Rappelez-vous la querelle du 80-90. Hein, dans les petites communes, on m'empêche de rouler à 90 sur mes belles routes départementales. Il y a aussi, là il s'agit des autoroutes, mais manifestement, ça a des échos dans cette question très clairement pour les élus locaux. Alors l'engagement personnel, jusqu'à maintenant je parlais de mesures politiques, souhaitables ou pas souhaitables. Maintenant on parle de l'engagement personnel. Alors, ça, cette question est posée depuis longtemps aussi. Donc, je vais vous citer des actions qui pourraient réduire les émissions, etc. Alors, à chaque fois, on demande si on le fait déjà. On pourrait le faire sans trop de mal. On pourrait le faire, mais difficilement, ou on ne pourrait pas le faire. Donc là, c'est simplement la réponse. Oui, vous voyez, on a ici toutes les réponses. Hein. Vous le faites déjà en grisé le plus foncé, 82% pour trier les déchets. Voilà. Vous pourriez le faire assez facilement, etc. Donc ça nous donne cette gradation-là, c'est trié de cette façon-là. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on fait déjà, en réalité, c'est des choses qui existent depuis longtemps ou qui sont nouvelles, mais qui ne sont pas trop difficiles à faire. Pas trop difficiles à faire.
je ne dis pas que les gens le font, je dis qu'ils disent qu'ils le font, hein, encore une fois. Vous allez sûrement me faire cette objection, et vous aurez raison. Voilà, on a cette gradation, on a toujours eu trier les déchets, etc., couper le chauffage, bon. Et puis, quand on arrive aux choses un peu difficiles, de quoi s'agit-il? Ce qu'on a ici entouré, où on voit que c'est quand même nettement plus difficile. Bon, ne plus prendre l'avion pour ses loisirs, ok. Se déplacer en vélo plutôt qu'en voiture, 55, on n'est plus qu'à 55. Et ici, en fait, de le faire déjà, on n'est plus qu'à 36. Hein. Utiliser transport commun, le faire déjà, on n'est plus qu'à 28. Et ici, on n'est plus qu'à 18. Donc là, on est dans les choses beaucoup plus difficiles. Pas de chance, c'est justement la mobilité. Alors, évidemment, qu'est-ce qui fait varier cette question? Le niveau d'études, l'âge? Non, il y a une réponse beaucoup plus simple, la taille de la commune. Parce que dans les grandes communes, ce n'est pas très difficile d'avoir accès au transport en commun. Quand vous êtes dans le rural profond, si vous voulez faire vos courses, puis ensuite emmener les enfants à l'école, et puis ensuite, etc., il y a une voiture, plutôt il y a 2 voitures, excusez-moi, et puis transport en commun, attendez, Blablacar pour aller faire les courses, non, c'est pas possible. Donc, c'est strictement une réponse structurelle, je dirais. C'est structuré par la taille de la commune, donc derrière la taille de la commune, il y a la disponibilité d'une mobilité plus vertueuse que la mobilité de la voiture à essence, voire diesel. Donc c'est ça qui est derrière. Et ça veut dire que c'est compliqué. Ça veut dire qu'on est dans du dur, là. Il ne s'agit pas de transformer le désir des gens, etc. Ils peuvent très bien avoir le désir de faire autrement. Il s'agit de transformer des structures. Et il y a un petit peu d'argent là derrière, semble-t-il, et un petit peu d'imagination sur ce que pourrait être une mobilité dans le milieu rural, etc. Je passe, ce n'est pas mon travail, mais vous voyez bien qu'il faut bien distinguer entre ce que les gens sont disposés à faire et ce que les gens peuvent concrètement faire. Parce que, voilà, on n'est pas sur les mêmes terrains dans une grande ville à Paris. Avoir une voiture à Paris, c'est quand même bizarre. Ne pas avoir de voiture dans une commune, etc., je ne vois pas comment on fait. Mais il y a peut-être des moyens. Ça, c'est la réponse, voilà, je crois, oui, ça, c'est la réponse des élus à la même question. Il y a un peu plus d'optimisme là-dessus, mais je vous ai dit que les élus avaient tendance toujours à répondre de façon plus optimiste et plus volontariste que le grand public. Voilà. Donc ça se vérifie aussi pour cette question-là. Alors l'adaptation, notion d'adaptation au changement climatique et à la transition énergétique, ça c'est ce que j'appelais tout à l'heure une question ouverte. Hein, c'est-à-dire qu'on pose la question adaptation et on voit qu'est-ce que répondent les gens. J'ai 1500 réponses et je classe ces réponses en fonction de leur sens tout simplement. Quand on parle, qu'est-ce que c'est, en quoi consiste-vous l'adaptation au changement, les gens répondent c'est changer mon mode de vie. Alors je précise une chose, atténuation, adaptation. C'est manifestement pas compris. Il faut faire autre chose. Ou alors il faut bien expliquer. C'est-à-dire, vous pouvez dire par exemple cause-conséquence. C'est peut-être trop simple, mais ça c'est compris par contre. Mais atténuation, adaptation, quand je lis les réponses, non, c'est tout confondu. Hein. C'est vraiment tout confondu. Il y a très 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 peu de gens qui distinguent clairement les deux notions. C'est normal, c'est une notion professionnelle, atténuation, adaptation. C'est une notion de gens qui travaillent sur cette affaire. C'est pas la notion du grand public. Donc il faut se faire à cette idée. Ça fait 3 années qu'on pose cette question, toujours avec les mêmes résultats, et avec quand même ici 30% de nos réponses. 30% de nos réponses. Dans les autres questions, je ne vous montre pas les non-réponses, il n'y en a quasiment pas. Mais sur cette question ouverte, 30% de non-réponses, ça veut dire que atténuation, adaptation, pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc il y a du travail là de pédagogie à faire, ou à moins de changer les mots, de dire cause-conséquence par exemple, mais peut-être ce n'est pas satisfaisant du point de vue technique. En tout cas, c'est important de savoir. Alors, question spécifique. Combien de temps j'ai parlé? Oui, ça va 2-3 minutes encore. Où j'en suis, Jean-Noël? 1 minute? On va aller vite alors. Hein? 5 minutes. C'est les questions spécifiques des élus. D'accord? J'ai défilé pour l'instant la comparaison des deux. Maintenant, je vous mets les questions qui ont été posées spécifiquement aux élus. Non, mais ça va aller assez vite, ça. Donc, qui devrait être prioritairement responsable de la mise en œuvre de la transition écologique? Donc, on est c'est bien les maires qui répondent. Hein? Ah oui, les maires, mais les communes, là, 8%. Donc, je vous ai dit qu'ils étaient très optimistes, je vous ai dit qu'ils étaient très volontaristes, mais c'est quand même l'État qui doit faire. C'est pas nous dans les communes. Bien sûr, il y a les intercommunalités, évidemment. Ou alors on peut renvoyer ça à la région. Mais les collectivités locales, au total, 31% par rapport à 69% pour l'État. Bon. Donc, ils sont volontaristes, mais au nom de l'État surtout.
Les principales priorités qui répondent, enfin des politiques, les principales priorités voilà, dans la collectivité, je cherche le développement économique, l'emploi, l'éducation, les déchets, la petite... Ah, voilà, la transition écologique est là. Alors, ce n'est pas le premier sujet. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans le rural, hein, en grande partie. Hein. Il n'y a que 1000 villes qui ont plus de 9000 habitants en France. Il n'y a que 1000 villes il y en a toujours 35 000 communes, il n'y a que 1000 villes. Bon, donc on est évidemment, le poids des petites communes est déterminant là. Et le poids des petites communes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le premier problème, c'est l'emploi. C'est pas la transition écologique. C'est l'emploi, l'éducation, les déchets quand même. Attention, hein. J'ai oublié ça. Il y a les déchets là. Et puis la petite offense, le logement, l'urbanisme. On peut penser la vie citoyenne et la transition. Bon, donc ça modère un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le volontarisme peut-être des élus dans cette matière. Voilà. Bon, qu'est-ce que je rencontre comme difficulté pour mener des projets en matière de transition? On ne sera pas surpris. L'argent. L'absence, l'inefficience des crédits d'État, 69%. La complexité, évidemment, ça ne doit pas être très très simple à gérer toute cette affaire. L'absence, la difficulté d'accès aux sources de financement. Donc, excusez-moi, c'est très bête. C'est l'argent qui manque pour faire face, là où je suis en tant qu'élu local, aux problèmes posés par la transition écologique. Enfin, ça, c'est pas surprenant. Qu'est-ce qui s'en occupe principalement à l'intérieur de la collectivité? Oui, c'est le maire. C'est le chef, bien sûr, qui s'en occupe. C'est le maire. Voilà. Et enfin, est-ce que vous êtes favorable à un prix croissant du carbone? Alors, on a pris nos précautions, hein, à condition que ça ne pénalise pas le pouvoir d'achat des ménages. Oui, si vous ne le mettez pas, vous allez au casse-pipe, c'est sûr. Donc, là, oui, très favorable 18, plutôt favorable 62. Bon. À voir. Maintenant, encore une fois, c'est un peu déclaratif. Donc, voilà. Voilà, merci. Eh bien, bonjour à tous. Tac, c'est pas moi. Alors, c'est très favorable pour la... Non, je sais quoi. Alors, donc là, je vais vous présenter le baromètre Greenflex ADEME, donc qu'on a fait, dont c'est la 13e édition. 13e édition qui a été présentée au mois de septembre et sur laquelle on a rajouté quelques éléments pour aujourd'hui, pour nourrir le débat. Donc, juste pour planter le décor, donc c'est YouGov qui fait le terrain. Le terrain a été fait au mois de mai dernier. On a, pour le terrain qui a été fait en France, on a 6000 répondants, donc on est sur un panel assez important. Et on l'a fait également dans 5 autres pays européens, où là, cette fois-ci, on est sur 2000 répondants par pays, à chaque fois représentatifs de la population, évidemment, domestique. Et voilà, donc c'est des attitudes, c'est des rapports à la société, tendances. Et on a travaillé sur des focus sur 5 secteurs dans lesquels on ne va pas trop rentrer dans le détail. Donc, en fait, c'est assez facile, parce que la question, c'est la rupture. Donc, je vais commencer par la conclusion. Oui, rupture, il y a. Ça, c'est le premier point. Il y a 5 messages à retenir dans ce que je vais vous dire, et vous allez voir 3 chiffres. Et après, je fais l'interrogation. C'est assez facile. Il y en a 2 qui sont les mêmes. Donc, ça devrait le faire facilement. Le premier point de tout ce qui ressort sur l'étude que l'on a réalisée, c'est qu'on est sur un modèle de consommation à bout de souffle. Les premiers éléments sont tous sur les Français, et après, on mettra en perspective avec l'Europe. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a un cap qui est franchi dans la prise de conscience de l'urgence écologique. Je vais prendre juste un petit chiffre. Enfin, un petit chiffre. On va dire qu'il y a 73% des Français, si je prends la somme des il est urgent d'agir ou il est déjà trop tard pour agir. Donc c'est clair que là, on a une conscience d'une urgence. Il faut que ça bouge. D'ailleurs, on le voit bien parce que les chiffres additionnels derrière sont beaucoup plus faibles. On a encore le temps d'agir, 17%. On s'inquiète pour rien. Il y a quand même 4% des Français qui le pensent. Et 5%, je ne sais pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les sujets liés au développement durable sont de plus en plus présents dans notre vie de tous les jours. Quelques chiffres, ils sont 38% à dire j'en parle un peu plus qu'avant avec mon entourage. Ils sont 54% à se dire je me pose plus de questions qu'avant sur ce que j'achète. C'est déjà intéressant, ça veut dire qu'on est quand même en train d'avoir une conscientisation, en tout cas dans les dires, sur ce que l'on achète. 48%, je me pose plus de questions qu'avant sur
l'impact de mon mode de vie. Donc il y a des petits sauts parce qu'en fait normalement je suis en italienne et pas au 4/3, donc ça réduit un petit peu mon machin. Et voilà, donc on en parle de plus en plus. L'autre point, c'est les préoccupations environnementales, elles évoluent. Ça va rejoindre ce qui était dit par Daniel tout à l'heure, c'est que le réchauffement climatique et perte de la biodiversité sont au cœur des inquiétudes. De mémoire, c'est ce sur quoi on avait tout à l'heure sur le graphique. Donc le numéro 1, c'est le changement climatique avec 25% des Français qui disent que c'est leur première préoccupation. Ça change pour nous, puisque le dernier terrain qu'on avait fait, c'était en 2017. Et en 2017, ce n'était pas du tout le réchauffement climatique qui était en 1, c'était la pollution en l'occurrence. L'extinction des espèces animales et végétales qui avait énormément bondi en 2017 est également la deuxième préoccupation forte des Français. Et la dernière rejoint un point qui était un petit peu plus loin dans le classement, qui est les déchets et le plastique. Alors, les déchets et le plastique, d'ailleurs, on s'est permis d'ajouter un petit truc, c'est que, d'ailleurs, c'est pas prêt de s'arrêter, puisque le plastique, globalement, entre les substances, entre la pollution qu'on voit quand on se baigne, entre le fait que quand on va faire ses courses, on a beaucoup de plastique autour de ces affaires, c'est un beau symbole qui cristallise, ou en tout cas qui symbolise un peu la société sur consommation dans laquelle on est. Donc, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, 60% des Français disent éviter le plastique. Donc c'est un vrai sujet et qui est encore plus fort en Europe. L'autre point, et on parlait de rupture, il y a une critique unanime des failles de la société de consommation. Et ça, c'est partagé par toutes les couches sociales. Donc vous allez voir après, je vais faire des splits entre les jeunes ou les gens qui sont un peu plus âgés avec des différents CSP. Ça, c'est important. 86% des Français aimeraient vivre demain dans une société où la consommation prend moins de place. Donc c'est des chiffres forts, même si ça reste du déclaratif, ce sont des chiffres forts. Et ils sont 88% à considérer que les entreprises incitent à la surconsommation. Pas total. Ça, c'est le premier chiffre à retenir, qui est un premier chiffre de bascule vraiment important. Donc là, pour l'instant, c'était le terreau qui permettait d'y arriver. Donc, en fait, on a, concernant notre modèle actuel de société, pensez-vous que 3 possibilités de réponse. Il faut tout péter. Alors, on le dit plus joliment. On dit il faut réviser, il faut repartir de zéro pour construire un nouveau modèle. Un coup de clé de 12. Il faut préserver au maximum notre modèle de société. Non, ça existe encore. Il faut réviser une partie de notre modèle de société sans en changer les fondements. Donc là, on l'a mis en perspective, parce que c'est intéressant. Donc je fais des petites courbes qui avancent. Et donc on va voir que globalement, jusqu'en 2017, donc le dernier terrain que nous avons réalisé, bien, quelque chose avance de manière assez forte, assez stable dans le temps, c'est il faut réviser une partie de notre modèle de société sans en changer les fondements. Que se passe-t-il en 2019 ? Tac. Vous avez vu, il y a du taf. Il y a du taf. Donc, je vous laisse faire la somme, mais 57% des Français, aujourd'hui, disent complètement revoir notre système économique et sortir du mythe de la croissance infinie. Donc, il faut vraiment repartir à zéro. C'est important, et c'est quelque chose qui est croissant avec l'âge. C'est-à-dire que si on prend les 18-24, ça va être 48%. Si on prend les plus de 55 ans, je ne suis pas encore là, mais on est à 62%. On est quand même sur des chiffres qui sont très forts. Et comme vous le voyez, c'est exactement inversement par rapport à grosso modo ce qui était avant sur ce que j'appelle la clé de 12. Il y a noté quand même 4%, toujours 4%. Bon là, il y a un petit problème d'affichage, mais des Français qui pensent qu'il faut préserver au maximum notre modèle de société qui est le bon. Non. Premier chiffre à retenir, 57%. Mais la remise en question du modèle de société n'est pas que de la consommation, elle est partout. Ils sont plus de 80% à dire qu'il y a de moins en moins de repères dans notre société. Ils sont également 80%, on est quand même sur des chiffres lourds, à dire on ne pourra pas avancer sur les questions écologiques tant qu'il y aura autant d'inégalités économiques et sociales. Je vous laisse faire vous-même les liens qui peuvent exister avec l'actualité qui a été la nôtre. Voilà, premier message. Deuxième message, le consommer mieux se généralise. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est peut-être pas une rupture, c'est une progression, mais vers une rupture. Donc,
qui est au bout du chemin. Les Français veulent limiter l'impact de leur consommation. Alors, ils sont 80% à dire « je fais soit tout mon possible pour réduire l'impact de ma consommation et sensibiliser les autres ». On est vraiment sur une population d'impliqués et on va dire d'actifs sur le sujet du développement durable au sens large. Et j'ai changé certaines de mes pratiques au quotidien pour réduire l'impact de ma consommation. Cette prise de conscience dont on parlait, qui ne veut pas dire action dans la vraie vie, sauf peut-être pour ceux qui sont ici, est quand même forte par rapport notamment à 2017. Je passe les chiffres à côté, je n'ai pas spécialement changé mes habitudes, enfin ça rejoint, c'est assez écrasant les deux premiers items. La protection de la planète, ça c'est un point aussi qu'on a vu, redevient un levier d'achat majeur. On a une question barométrique. Quel est le premier critère qui vous ferait acheter des produits respectueux de l'environnement ? Donc on dit ils sont meilleurs pour la santé. C'est vrai que la santé, à partir de 2010, on va dire, est un élément qui a beaucoup évolué et qui devenait en fait le point d'accroche au développement durable à une consommation considérée comme responsable. Ils sont garants de la protection de la planète, ils ont un meilleur goût, sont plus efficaces. On a gardé les mêmes intitulés pour voir la progression dans le temps. Donc 2010, progression. Tiens, qu'est-ce qui monte ? Ah bah j'avais donné la réponse. Donc ils sont meilleurs pour la santé. On voit que la question de la planète redescend vers 25% en partant à 39%. Et le suspense est trop fort. Que se passe-t-il ? Voilà, la question de la planète revient de manière assez forte. 2019, il n'y a pas que des études qui sortent qui disent toutes la même chose, ou grosso modo la même chose. Il y a aussi les médias, on en voit partout. On parle de la planète, on ne peut pas se baigner sans voir du plastique. Enfin, au bout d'un moment, il y a tout ce que vous connaissez. Donc c'est un point important qui d'ailleurs est étayé dans notre étude avec l'importance du local, l'importance du retour des saisons. Et on en parlera un petit peu sur la finesse de jugement des Français sur certains items de la consommation responsable. Alors, les preuves de durabilité, parce qu'on a posé la question, que faites-vous pour vous assurer qu'un produit est réellement durable ? Alors, on a mis quelques items, il y en a beaucoup plus que cela, mais c'est juste pour... Alors ça, c'est la moyenne France, on l'a mis en gris. Et après, on s'est dit, mais que pensent d'autres catégories, c'est-à-dire plutôt les jeunes ou plutôt des gens qui ont un certain âge ? Et donc, les 18-24, et c'est assez intéressant, la garantie donc d'un produit réellement durable qui globalement passe beaucoup par la proximité en moyenne France, c'est-à-dire bien, je pense que celui qui me garantit le mieux le fait qu'un produit soit durable, soit mon commerçant, soit l'achat en direct, soit la proximité, je peux maîtriser, enfin l'impression que je maîtrise. Eh bien, globalement, on a à peu près pareil, sauf qu'on voit que je m'informe sur Internet et les réseaux, c'est une grande preuve, donc Internet est merveilleux, on le sait tous, aussi. Et pour les populations un peu plus âgées, c'est-à-dire à partir de 55 ans, dans notre étude, la composition du produit est un élément très important. La question des labels également. Et on voit que l'achat en direct au producteur, la proximité, en fait, sont des items beaucoup plus fortes sur cette tranche d'âge. Ce que l'on peut dire également, et ça c'est un point qu'on n'a pas mis en slide mais qui est important, la durabilité est devenue un fondamental de la qualité d'une offre, d'un produit. Il y a 68% des Français qui achètent des produits durables car ils trouvent qu'ils sont de meilleure qualité. En 2007, on avait à peu près la même question. C'était les produits durables, c'est pas innovant, c'est chiant, c'est triste, c'est tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu ça rentre dans le paquet qualitatif de l'offre. Alors, troisième message, savoir nager dans un monde différent. Donc, passer du consommer au vivre autrement. Et oui, les Français ne veulent pas être réduits à des simples consommateurs. C'est peut-être une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, pour moi, c'en est une. Un regard inséré sur l'offre durable. J'en parlais tout à l'heure, on a pris l'exemple du bio. Une prise de hauteur sur la magie. Le terme est un peu fort, parce que c'est quand même un référentiel, même si on sait que les référentiels bio sont tous un peu différents. 82% des Français considèrent que les produits biologiques ne se valent pas tous. Ah, petite nuance. On commence à acheter de manière un peu différente. Et deux, ils sont 84%, on est toujours sur des chiffres très importants, à préférer acheter des fruits et légumes locaux et de saison plutôt que des fruits et légumes bio qui viennent d'autres pays. Donc on voit bien que cette
analyse, en tout cas cette finesse dans l'analyse, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils font tous les jours. En tout cas, ça veut dire qu'il y a une véritable conscientisation d'un certain nombre de points importants. Alors, deuxième chiffre, moins élevé que l'autre, mais néanmoins tout à fait important, suspense. Les produits durables ne suffisent plus, le consommer moins devient une réalité. On a une question, pour vous, consommer de manière responsable, c'est, il y a 3 manières de répondre, c'est consommer autrement, ne plus consommer de produits ou services superflus et réduire sa consommation. La courbe parle d'elle-même, c'est la courbe verte. Tipping point en 2016, on passe la barre des 50%. Consommer de manière responsable, c'est consommer des produits écolabellisés, ce qu'on appelait à l'époque consommer autrement. 32% ne plus consommer de produits ou services superflus, on reste à peu près équivalent. Et sur la réduction de la consommation générale, vous voyez la courbe, en fait, elle s'explique d'elle-même. Que s'est-il passé en 2019 ? Rupture ? Rupture. C'est intéressant de voir que là, ce qui se passe, c'est que le consommer moins devient une réalité dans l'esprit des Français. Qu'en 2017, on va dire, pour consommer responsable, il y avait un outil en main, c'est acheter des produits durables, estampillés comme tels. Et là, on va dire qu'on a les 3 M à sa disposition. Évidemment, le mieux, qui est toujours très fort, le moins, qui est moins de superflu, et le moins tout court. Et le moins tout court est un vrai sujet. Pose la question de la sobriété et pose la question aux entreprises, comment gagner de l'argent dans un monde de volume, dans un espace-temps où les consommateurs peuvent se poser la question de se dire mais si j'achetais moins, est-ce que j'ai besoin de 32 paires de Veja que je revends sur Vinted derrière ? Je crois que j'ai des chiffres plus spécifiques là-dessus, donc je vais vous les donner avant de... Quand même, histoire de dire, j'ai travaillé. Ben non, j'ai pas de chiffres supplémentaires. Voilà. Alors, mais les chiffres supplémentaires, en fait, ils sont là parce que je pensais les avoir en truc, mais on les a mis en slide. Donc, pour consommer autrement, c'est les mêmes chiffres, mais on les a mis par classe d'âge. Pareil, pour voir s'il y avait des différences. Donc, consommer autrement, les produits écolabellisés, certifiés éthiques. Donc là, c'est la moyenne France. Je le mets comme référentiel. Que se passe-t-il chez nos jeunes ? Eh bien, consommer autrement des produits écolabellisés, etc., là, c'est 47%. Donc on est presque comme ce qu'on était en 2017 par la moyenne des Français. Est-ce une bonne nouvelle ? Point d'interrogation. Je vous laisse ça à votre sagacité. Et concernant cette tranche d'âge, eh bien, ne plus consommer de produits ou services superflus est un point important. Et on voit que, grosso modo, 35% est un point moins. Ce point-là, on va dire, est clé. Donc on voit bien qu'il y a des différences d'approche qui sont assez fortes entre les différentes populations. On pourrait rentrer dedans après dans la discussion si vous voulez. En tout cas, les actes d'achat dits comme tels confirment cette tendance à la sobriété. 85% des Français disent qu'ils se demandent de plus en plus s'ils ont besoin vraiment d'un produit avant de l'acheter. Bonne nouvelle, la consommation en pleine conscience, c'est ça dont on parle, pour faire mode. Ils sont 70% à dire acheter moins de cosmétiques et de produits d'hygiène qu'avant. En fait, fondamentalement, c'est vrai qu'une crème hydratante, ça fait le boulot. On n'a pas besoin de s'acheter une crème, je ne vais pas citer de marque, mais qui valent 150 balles le pot. Alors, 44% des Français déclarent limiter leur achat de produits neufs par conviction. Pareil, ce sont des chiffres relativement importants. Et qu'est-ce qu'ils disent ? 40% achètent des meubles et des équipements d'occasion. On voit que c'est quelque chose qui vient de plus en plus. On voit le DIY, tout ça c'est Pinteresté et tout ça. 80% des Français pensent qu'il faudrait revenir à l'essentiel et au bon sens. Ce sujet est un point, je pense, important, plutôt que de vouloir innover à tout prix. En fait, finalement, le bon sens, disait Descartes, est la chose la mieux partagée parmi les hommes. On l'oublie parfois, même si la démonstration de Descartes ne va pas dans ce sens-là en l'occurrence, mais 69% déclarent revenir à des produits d'entretien de base comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, etc. Maintenant, je me positionne, je m'appelle Procter & Gamble, je m'appelle Henkel, je vends des produits ah bah tiens, qui font ça. Ça peut être compliqué. Alors forcément, dans ce contexte, quatrième message,
les entreprises sont attendues au tournant. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça s'améliore pas particulièrement. En tout cas, une certaine maturité au regard de l'acteur entreprise. Alors, la défiance généralisée, troisième chiffre. Oui, quatrième message, troisième chiffre. C'est facile, c'est le même que l'autre. Donc, 2004, on pose une question. Je fais globalement confiance aux grandes entreprises. Je ne vais pas rentrer dans l'espace de la bosse, mais bon, qui, quand on aime le ski, permet de faire un joli saut. On est à 26,9% en 2017, donc à 27%, et on reste à 27% en 2019. Donc globalement, la confiance dans le grand capital, comme certains disent, donc forcément, n'est pas très élevée. Ça pose plein de questions sur les mêmes entreprises dont je parlais tout à l'heure. Qu'en pensent les plus de 55 ans? J'ai encore moins confiance, je suis à 23%. Qu'en pensent les jeunes? Bon, je n'ai pas super confiance, mais un petit peu plus que la moyenne des Français. La confiance dans l'entreprise et dans les marques est encore plus forte chez les jeunes, de manière générale, quand on analyse tous les items qu'on a fait, que je ne vais pas vous présenter, parce qu'après il ne me reste plus que 3 minutes, tout ça. Bon point, c'est que pour une majorité des Français, le fait qu'une entreprise propose des produits durables renforce leur confiance en elle. Vous n'êtes pas sans remarquer qu'il y a quelques offres qui apparaissent sur les linéaires. Donc ça, c'est plutôt positif. Après l'entreprise, il n'y a pas que l'entreprise sur Terre, et d'ailleurs les Français le disent, qui peut changer les choses, la répartition des rôles rebat un peu les cartes. Bien que les entreprises restent, pour les Français, avec une logique de maturité, en fait, un acteur incontournable, elles sont là, on est tous présents, on est des consommateurs, on bosse tous. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'État redevient comme l'acteur considéré comme le plus important. Ça me semble un élément assez intéressant à souligner. Et les entreprises et les marques, c'est un peu comme si l'État était un petit peu à regarder. Et d'un autre côté, vous avez à la fois celui qui achète et celui qui produit, qui sont face à face l'un de l'autre. Couple compliqué, un peu comme les histoires de couple, vous savez, c'est « Ah, j'aime pas les entreprises, mais d'un autre côté, j'adore ton petit haut qui coûte pas cher, qui a été produit au Bangladesh. » Mais pas que. Et d'un autre côté, je suis fier d'acheter des marques depuis longtemps, qui sont engagées, etc. Donc, je ne rentre pas dans la psychologie, mais je pense que si le rationnel dirigeait le monde, on serait un peu, voilà, on le saurait. Voilà, et après, je vous mets les autres éléments qui permettent de dire quand même un autre signal qui me paraît important. Pour les Français, les banques n'ont aucun rôle, ne sont pas un acteur très important. Voilà, ça c'est dit. Il paraît que voilà. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, tout ce qui est de logique de l'information et la pédagogie est important. Donc, c'est évidemment survalorisé chez les personnes assez âgées, on va dire à partir de 55 ans. Donc, tout est relatif, hein, je sais. Alors, on a 64% des Français ont l'impression d'avoir de plus en plus de mal à s'informer correctement. Ils sont 25% à considérer que les entreprises leur donnent assez d'informations. Et, logiquement, ils sont à peu près 80% à souhaiter avoir des informations sur l'impact environnemental et social des produits. Donc, on sait, il paraît qu'ils ne regardent pas les étiquettes, qu'on ne regarde pas les étiquettes, pour autant, c'est une attente. C'est une attente, et on sait que la transparence, il faut voir l'entreprise comme un bocal transparent dans lequel il y a des gens qui sont dedans et qui produisent des produits, et en fait, tout le monde voit ce qu'ils font. Petits scandales, des choses comme ça. Alors, ces tendances dont je vous ai parlé, 5e message, sont-elles européennes ? Eh bien, on en a mis quelques-uns, c'est-à-dire le sujet d'inquiétude, oui. Vous allez voir, donc ça, c'est les autres pays. Donc, si vous connaissez les drapeaux, vous voyez les pays que nous avons traités. Sujet d'inquiétude, est-ce que c'est partagé ? Oui, c'est partagé. Il se trouve que le plastique et les déchets de plastique est en position 2 et pas en position 3, contrairement à la France, ce qui ne fait que renforcer l'importance des déchets et du plastique. La remise en question du modèle. Alors sur les 6 pays analysés, il y en a 2 qui sont sous la barre des 50%, l'Allemagne et la Suède. L'Allemagne à 42% et la Suède à 39%. Ça ramène aussi à des logiques culturelles et du rapport à l'État aussi qui sont évidemment différentes. Néanmoins, même en Suède, avoir 38% de gens qui pensent qu'il faut en finir avec le mythe de la croissance infinie, c'est pas neutre. La volonté d'agir est partout la même. Alors, elle revêt des formes différentes, bien entendu. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et l'esprit critique. Alors d'un autre côté, vous allez me dire,
l'esprit critique, est-ce qu'on a besoin de faire une étude pour savoir si les Français avaient un esprit critique? Je ne suis pas certain. En tout cas, il n'est pas partagé. Il n'est pas partagé, je vous mets 2 chiffres qui étayent ce point-là. Je crois les entreprises, quand elles s'engagent en faveur du développement durable, oui, en Europe à 58%, et en France, on est sous la barre des 50%. Les innovations technologiques et digitales vont accélérer la transition écologique. Plutôt oui en Europe, et plutôt dubitatif, en tout cas moins, avec un élan moins positif pour les Français. Et la recherche d'alternatives, en revanche, est particulièrement encore plus française. Alors, on a posé des questions. Les acteurs classiques sont plus plébiscités par les Européens. Prenons cet exemple-là. J'achète à des petits commerçants. Donc la France, c'est en bleu foncé, et l'Europe en bleu ciel. J'achète des produits à des petits commerçants en France, 41, en Europe, 25. J'achète en direct aux producteurs, 36% en France, 15. 20%, j'achète dans un magasin spécialisé. Tac. Et à côté de ça, je me fie aux informations communiquées par la marque. C'est quand même plus fort en Europe, même si ce n'est pas non plus glorieux. Hein. Et je fais confiance aux grandes surfaces où je vais faire mes courses. C'est pareil, c'est un peu plus fort, de quasiment 10 points. On est quand même sur des vrais écarts. Hein. On ne me rappelle pas, c'est bon, c'est fini. C'est la dernière. Ah, mais je peux parler longtemps sur la dernière. 5 messages à retenir, c'est assez facile. Donc, un modèle de consommation à bout de souffle, et ça rejoint la question de la rupture dont on parle aujourd'hui. Un consommer mieux qui se généralise et qui est assez fort. L'émergence d'un nouveau modèle du consommer au vivre autrement. Je n'ai pas parlé de l'engagement local, je n'ai pas parlé de toutes ces choses-là qui sont très spécifiques à la France, sur lesquelles je veux changer les choses. La proximité étant toujours voir ce que l'on fait, l'inverse d'un bullshit job, pour le dire autrement. Les entreprises, évidemment attendues au tournant, mais qui ont des choses à dire et qui ont des choses à faire, et qui sont attendues. Et en Europe, on est un laboratoire, et d'ailleurs, j'ai la chance de travailler pour beaucoup d'entreprises, plutôt des grosses sociétés, pas que, mais essentiellement. Et il se trouve que beaucoup nous disent, la France, c'est notre crash test international, notre pilote international. Et je parle de très grosses sociétés dans lesquelles, d'ailleurs, c'est un autre point, beaucoup d'étudiants qui sortaient de grandes écoles avant voulaient rentrer, mais ce qui est moins le cas. Donc la question du sens est transversale à tout ça. D'ailleurs, vous avez remarqué, tout le monde cherche son sens, y compris les entreprises, avec leur raison d'être, si tant est qu'elle existe. C'est fini. Et ça, c'est un pied de nez à Einstein, juste pour la petite histoire. Parce que Einstein, il a dit un truc merveilleux. Il a dit plein de choses merveilleuses et des choses que je ne comprends pas, bien entendu. Mais en tout cas, il tirait la langue comme ça. Et donc, je trouve que ce petit bébé, c'est plutôt réveiller, attendre le Messie, ça n'existe pas. D'accord ? Et comme il dit, refaire les choses en attendant les mêmes choses, en attendant des résultats différents, c'est quand même un peu compliqué. D'ailleurs, c'est la définition de la folie chez lui. Et c'est un peu ce qu'on fait. Et que c'est intéressant de se dire, plutôt que d'attendre un Messie, c'est pas inintéressant de se dire, on va essayer d'éveiller ce petit Messie en nous. Donc. Alors, merci beaucoup Stéphane. Moi, j'avais quelques petits points que j'ai relevés, mais je pense qu'ils vont émerger dans la discussion. Donc, il y avait la question des retours en arrière. Est-ce qu'il y a des retours en arrière possibles, potentiels? Comment est-ce que c'est arrivé par le passé? J'avais une question aussi à vous poser sur qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que je peux appeler quelque chose un effet gilet jaune? En fait, quel est le rapport entre ou les effets différents qu'il y a pu avoir entre une prise de conscience ou une montée des questions environnementales et les mobilisations sociales qu'il y a eu en même temps, conjointement, qui étaient quand même dans les timings qui se sont déclenchés à peu près au même mois ou presque. Voilà, si vous avez des réactions par rapport à ça. Sur la toute dernière question, oui, j'ai hypocritement glissé une question sur la sympathie à l'égard des Gilets jaunes dans l'enquête ADEME, pour voir. Et les gens qui ont
une grande confiance dans les Gilets jaunes, ou je ne sais plus quelle est la question posée exactement, mais d'acceptation du mouvement Gilets jaunes, en tout cas d'approbation, sont pas très 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 fanatiques sur l'environnement, etc. Donc ça, il n'y a pas doute que ça ne marche pas avec, pour dire les choses clairement. Il faut regarder de plus près, etc. Mais voilà, le résultat de ma question, je m'en doutais un tout petit peu d'ailleurs, c'est quand on est très proche idéologiquement Gilets jaunes, le réchauffement climatique, c'est vraiment pas la première idée qui vient dans la tête. C'est un peu contradictoire, pour dire les choses. De mon côté, je dirais que sur le côté cliquet, je vais reprendre la cliquet, je pense qu'effectivement il y a un cliquet, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça avance. Donc il y a une rupture, je pense, dans la perception des éléments comme ça, mais en tout cas on voit bien que ça avance dans un sens qui est aller dans une consommation un peu différente pour ce qui est du sujet qui est le nôtre, en tout cas de rapport à la société. Après, ça pose d'autres questions, et d'ailleurs, je vous invite à venir, on fait une présentation le 2 avril prochain sur les typologies, et vous allez voir, il y a un lien avec ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, vous avez une moyenne des Français, mais là, on l'a splitté en 8 typologies, avec des comportements ou des dires cohérents, donc c'est le 2 avril prochain, et on voit bien qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent. En tout cas, là, on voit que ça me paraît difficile de revenir en arrière. En revanche, ça pose une question. Il ne faut pas non plus que la consommation responsable, qui est quand même toujours plus importante, soit un prétexte ou une bonne conscience par rapport à un shift en fait un shift de société nécessaire. Parce qu'on voit qu'il y en a de plus en plus qui consomment beaucoup, qui surconsomment du développement durable. Donc, je n'ai pas fait l'impact environnemental de la surconsommation du développement durable, mais a priori, si le bon sens, une fois de plus, est bien partagé, on peut imaginer, on n'est pas à l'abri de penser que c'est pire. En tout cas, que ça ne résout pas entièrement la posture qui est celle de la sobriété qui émerge. Donc, comment vont se combiner les deux choses? Et ça rejoint, je pense, les Gilets jaunes. Dans l'étude, on voit bien, je vous ai beaucoup parlé des jeunes et des personnes âgées, enfin des personnes âgées au sens plus de 55 ans, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave de vieillir, hein. Non, je n'ai pas de jugement. C'est plus facile quand on est plus jeune, c'est ça? Non mais, bon bref. Et on voit que les populations les moins aisées sont les plus réfractaires. Enfin, il y a un vrai sujet aussi, réfractaires à tout ça. Et on les retrouve d'ailleurs dans la typologie de manière assez polarisée, entre des gens qui sont ultra activistes vers le développement durable et un peu moins de l'autre côté, ou vous dire c'est gentil vos histoires, mais moi j'aimerais bien avoir de l'argent, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une vraie logique de... Enfin, les Gilets jaunes s'inscrivent assez logiquement là-dedans, et dans une crise qui est un peu plus globale, et pas simplement que développement durable. Ou alors comment on accompagne à passer le coup facial de la consommation responsable. Et est-ce que du coup, ça a anticipé un peu sur ma deuxième question, vous aviez un truc à ajouter par rapport à ça? Sur la question des jeunes, enfin des générations, ouais. Je trouve ça intéressant, j'ai quelques choses à vous proposer. Allez-y. Voilà, c'est l'idée suivante, en fin de compte, on se dit souvent, logiquement, si je suis très conscient des problèmes du réchauffement climatique, je vais faire attention dans ma vie, je vais être davantage vertueux, etc. Ce qui est un modèle qui paraît logique, rationnel. Alors, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et quand on raisonne en termes d'âge, par exemple, ce que je dis sort des enquêtes ADEME, bien sûr, on observe un paradoxe assez intéressant. Si je prends les personnes âgées quoi, bon, vieux, les vieux, voilà, comment. En gros, au-delà de 65 ans. Alors, accrochez-vous à votre fauteuil. Ils ont deux caractéristiques. Ils sont plus sceptiques. C'est-à-dire qu'ils vous disent plus souvent « Oui, il y a toujours eu des chauds et des froids, donc c'est une vieille histoire. » Donc, on trouve le mot. On parle des personnes âgées. Ils sont plus sceptiques. Et en même temps, ces mêmes personnes, en tout cas ces personnes un peu âgées, sont plus vertueux dans leur comportement dans la maison. C'est-à-dire trier, etc. Maintenant, je prends les jeunes. Les plus jeunes. Ils sont beaucoup moins sceptiques, ils sont beaucoup plus convaincus de l'existence du réchauffement climatique. Ils sont beaucoup plus convaincus. Oui, mais ils sont moins vertueux dans la maison. Dans la maison. Donc vous avez cette espèce de chiasme un peu compliqué. Alors vous direz, le fait que les sceptiques soient des personnes âgées, excusez-moi, c'est pas dramatique. Point. C'est pas dramatique, mais c'est une affaire de génération. Je ne crois pas qu'on devient plus sceptique en vieillissant. Pas du tout. Je crois que quand on est
d'une certaine génération, on est plus sceptique. Voilà. Donc c'est un problème qui, au bout d'un moment, normalement, si on croit à l'évolution de la société et que personne n'est immortel, ces choses vont petit à petit s'atténuer, me semble-t-il, sur le scepticisme. En revanche, de l'autre côté, donc ça veut dire qu'on n'a pas à faire des extraordinaires efforts de communication sur le scepticisme. À mon avis, on perd un peu son temps là-dessus. Bon, par contre, le fait que les jeunes sont moins vertueux dans la maison, pas en mobilité, il faut faire des distinctions, mais dans la maison, ça c'est ennuyeux. Parce que c'est une affaire de classe d'âge. Et ça veut dire que les prochains jeunes qui vont arriver, ils seront aussi peut-être moins vertueux, en tout cas par rapport à leurs aînés. Donc là, on a un problème. On a des gens âgés qui étaient plus vertueux, mais qui vont plus ou moins disparaître, et puis des jeunes qui, eux, sont pas très vertueux, à moins que ça change. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les choses sont un peu plus compliquées que l'idée. Si je suis convaincu du réchauffement climatique, je vais me conduire de façon vertueuse à la maison. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est corroboré par notre étude. Et en fait, c'est la question entre l'intention et l'action. Oui. Faire des courses en conscience, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en conscience, en ayant conscience des impacts, si tant est qu'on soit capable de les connaître, ou en tout cas qu'ils soient expliqués. La question de l'effort et la question de... Enfin, je ne suis pas dans la logique de la valeur rédemptrice de la souffrance, etc. Mais globalement, on est... la question de... Agir en conscience dans sa consommation, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Et ne pas prendre la consommation comme un bien de consommation juste, c'est un point. Donc les jeunes, on les voit, ils sont plutôt attirés vers... Effectivement, ils sont plutôt à dire « moi je suis au taquet, j'ai envie d'avancer, etc. » Mais dans la vraie vie, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont la vie à construire, parce qu'il y a du Maslow derrière tout ça, et il n'y a pas que le développement durable, il faut le faire. Et c'est peut-être pas du scepticisme pour nous, c'est plutôt du réalisme. En fait, on se rend compte aussi en grandissant, plutôt que de vieillir. Je trouve que le terme, en tout cas, si tant est que les vieux grandissent tous, enfin c'est un autre sujet. Et se dire « ah, quand même, je suis réaliste, mais néanmoins, je fais quand même plus de choses. Et notamment dans une autre manière de concevoir la société. Mais aussi parce que j'en ai peut-être moins besoin, parce que j'ai un logement, parce que j'ai tout ça. Je n'ai pas ma vie, a priori, à construire. Comme vous dites, l'homme est biodégradable. Il existe une filière. Et du coup... plusieurs. Je voulais finir avec une dernière question double à vous poser avant de passer la parole à la salle et qu'il y ait un peu plus de débat. Première question, est-ce que vous avez regardé la manière dont les réponses sont différenciées en fonction du niveau de revenu, par décile par exemple? Première question. Et la deuxième, qu'est-ce que vous pensez que vous ne voyez pas dans les études et qui est important dans les études que vous avez faites? Par exemple, c'est très axé consommation ou politique publique, mais moins action et conviction politique. La manière dont elles changent et dont elles sont influencées par la montée de l'enjeu climatique versus d'autres, ou de la compréhension du phénomène. Pareil, sur la compréhension des phénomènes, je ne sais pas si on voit beaucoup de choses dans ces études-là, on voit que ça ne bouge pas beaucoup en tout cas. Donc voilà, les niveaux de revenus et les actions qui ne sont pas étudiées dans vos deux études. Alors je vais passer par la typologie, parce qu'en fait on est capable de les classer par différents types, les Français, si je reste que sur les Français, et on voit un peu historiquement parlant, parce qu'on fait la typo depuis 2004, que quand même le côté activiste, il y a toujours eu des gens un peu plus activistes que d'autres. Alors au début, activiste c'était acheter du développement durable, aujourd'hui c'est autre chose, et on voit bien que on va de plus en plus vers du politique dans une certaine catégorie de la population française, qui grosso modo est aux alentours de 15%. Voire même un petit peu plus. Donc c'est quand même pas neutre. Donc c'est une action politique. Là, pour le coup, on est vraiment dans la conscience. C'est quelle partie de la pollution française, de la population française? Et ce qu'on voit, et c'est là où je voulais rejoindre le truc, c'est qu'on voit bien que les plus engagés ont aussi une influence dans la société sur les autres. Et on voit que par capillarité, je ne sais pas, en tout cas par le fait des réseaux sociaux, par le fait de tout ça, on sent que ça un peu nourrit les autres typologies qui existent. Donc je pense que l'action politique est le fait de certaines typologies, voire certaines sans S, et peut-être un petit S. Vous le verrez le 2 avril, et que pour le reste, le politique n'est pas encore de mise. Donc ça répond à la première question. Et après, s'il y a des choses qu'on ne voit pas, la question de l'action est un vrai sujet, les leviers de l'action.
Alors on en a, nous, dans chacune des typologies, comme on va le présenter le 2, mais il y a une vraie question sur rendre... Alors on parle des nouveaux récits, on parle de choses comme ça. Il y a une vraie question, je pense, qui n'est pas dans l'étude, là c'est de la conviction de ma part, c'est que moi, à travailler, mais comme beaucoup d'entre vous, à être dans le développement durable, à faire attention, plus j'agis, plus je suis heureux. Je me dis que ça c'est bien, c'est un bon levier. C'est un bon levier pour rendre les gens heureux. L'effort rend heureux. Donc voilà, c'est pas là. On parlait tout à l'heure de la valeur rédemptrice de la souffrance, donc est dans un modèle religieux, on va dire plutôt catholique. Je suis plutôt pas là-dessus. Et le côté punitif, même si on a besoin de taxer, même si on a aussi besoin de proposer autre chose et de montrer que vivre autrement, c'est top. Et c'est pas que s'acheter 25 paires de pompes qui rend heureux. Même des Véjas. Oui, je reviens sur cette histoire de punitif parce qu'on en a parlé tout à l'heure avant la séance. Hein. Écologie punitive, vous savez d'où ça vient ce mot? Parce qu'il est maintenant un peu partout. Écologie punitive, je pense que c'est Ségolène Royal qui l'a mis en premier. Il a été très utilisé dans la campagne présidentielle par la droite. Je reviens justement sur les clivages et notamment sur les clivages politiques parce que je suis effectivement politologue, donc ça m'intéresse la politique. Donc évidemment, j'ai demandé dans les questions ADEME les proximités partisanes, etc. Plus généralement, si je veux expliquer le fait d'être sceptique ou pas sceptique à propos du réchauffement climatique, donc ça c'est la variable que je veux expliquer, qu'est-ce que j'ai comme variable explicative? C'est très classique, je mets en variable explicative une douzaine de variables. L'âge, le sexe, le niveau d'études, etc., etc., etc. Une douzaine. Et puis je fais ce qu'on appelle une régression pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui sort en premier. D'abord, on n'explique pas beaucoup de la variance, ça veut dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de variance sur cette affaire, c'est pas très varié, d'une certaine façon, c'est assez commun. Et puis, qu'est-ce qui explique finalement, qu'est-ce qui sort finalement en premier, un peu douloureusement? La politique, gauche-droite. C'est quand même ça. C'est-à-dire c'est pas l'âge, c'est pas le niveau d'études, c'est en premier, en tout cas, le premier facteur, dans une équation, la première chose qui sort, c'est la politique. C'est-à-dire que quand on regarde scepticisme, etc., avec différentes variables, j'ai pas voulu préciser, mais on peut un petit peu raffiner la fabrication du scepticisme ou du non-scepticisme, on peut un peu le raffiner, ce que j'essayais de faire. Et on s'aperçoit ça en triant par la proximité politique, de quel est le parti politique dont vous vous sentez le plus proche. Eh bien, on a beaucoup plus de sceptiques à droite, pour dire les choses clairement, chez les Républicains et au Rassemblement national. On en a nettement moins, je vais être très précis, pour les gens qui sont proches de En Marche et pour la gauche. Évidemment pour les écolos, mais c'est les écolos, ça c'est pas une grande découverte. Voilà, donc on a vraiment un gradient gauche-droite qui est très fort. Très fort. Ça veut dire que c'est peut-être moins fort qu'aux États-Unis, démocrates républicains, où là c'est vraiment critique, mais ça existe quand même assez fortement dans la société française. Et c'est vraiment un facteur explicatif très contributif par rapport à la question qu'est-ce qui explique le fait que je sois sceptique ou je vous ai dit qu'il y avait l'âge, bien sûr, ça explique aussi, mais en premier, c'est quand même la politique. En tout cas, électoralement parlant, ça marche bien. Quand on voit tous les programmes aujourd'hui, oui, bien sûr. Tout le monde est écolo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, presque tout le monde. Donc le scepticisme va baisser, puisqu'en général, c'est quand les politiques s'expriment favorablement sur ces questions-là que le citoyen électeur réagit favorablement?